commence. Oui. Très bien. Alors, donc, le sang, j'espère qu'il est bon. Oui. Parfait. Donc, en ce qui concerne donc, les cours préparatoires pour le concours de Résidana, qui aura lieu, Inch'Allah, fin décembre, je pense. Donc, on va commencer par le premier chapitre, pathologie circulatoire et hémodynamique. Alors, c'est des pathologies qui regroupent plusieurs lésions du système circulatoire. C'est très important parce que la circulation sanguine permet de garantir l'homéostasie organique. Alors, on a deux systèmes vasculaires, le sanguin et le lymphatique. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vaisseau, notamment les artères, sont constituées de trois couches. La paroi artérielle est faite de trois couches. Donc, une couche interne, ce qu'on appelle donc l'intima, qui est en contact direct avec le flux sanguin. Vous avez la média, qui est formée de sortes de fibres musculaires, qui permet la contraction et la dilatation du vaisseau. Et vous avez la troisième couche plus externe, ce qu'on appelle l'adventice, tout ce qui est donc tissu adipeux, la graisse. Alors, les différentes lésions élémentaires qu'on va voir tout à l'heure, généralement sont secondaires à des obstacles, soit obstacles sur le retour veineux, soit obstacles sur la circulation artérielle. C'est ce qui provoque les différentes lésions élémentaires qu'on va essayer d'énumérer rapidement tout à l'heure. Voilà. Est-ce que tu peux fermer avec la porte? Bonjour. Oui, tu peux fermer la porte juste parce que le sang. Alors, on va commencer par la congestion. Alors, qui dit congestion, donc augmentation de la quantité du sang, accélération du flux, dilatation des vaisseaux. Généralement, la congestion secondaire est des phénomènes plutôt donc, mécaniques qu'inflammatoires. Quand on dit mécanique, c'est-à-dire, par exemple, problème cardiaque. En cas d'insuffisance cardiaque, il y a une stase vasculaire et ça se traduit généralement, par exemple, une stase hépatique. Ça, c'est un exemple de congestion. Vous avez les congestions dites actives quand l'inflammation intervient. L'inflammation, bien sûr, l'organisme va essayer de se défendre. Donc, il y a une accélération de flux, puis un ralentissement du flux qui permet donc la pénétration des éléments cellulaires et inflammatoires du sang vers le tissu lésé. C'est ce qu'on appelle une congestion active par rapport à la congestion passive qui est liée à des problèmes de circulation sanguine généralement. Alors, ça c'est l'exemple du poumon cardiaque. Ça, le poumon cardiaque, généralement, vous avez une insuffisance du ventricule droit qui permet la circulation du sang. Lorsqu'il y a une insuffisance, donc le sang stagne au niveau pulmonaire. C'est ce que se déclenche sur le plan clinique, ce qu'on appelle l'œdème aigu du poumon ou l'OAP. Vous avez aussi un autre exemple, ce qu'on appelle le foie cardiaque. C'est par le même phénomène. Vous avez une insuffisance donc, ventriculaire droite, un cœur qui est défaillant. Donc le sang stagne soit au niveau du poumon, mais il peut stagner aussi au niveau du foie. C'est ce qu'on appelle le foie cardiaque. Et sur le plan histologique, si on coupe donc, le foie, on essaie de l'écraser, ça donne un aspect comme une éponge avec le sang qui va se soudre. Donc deuxième lésion élémentaire vasculaire, c'est ce qu'on appelle l'œdème. C'est une augmentation de la quantité hydrique ou l'eau au niveau des espaces extracellulaires. C'est ce qui déclenche l'œdème. Bien sûr, sur le plan clinique, généralement le malade vient avec un œdème, par exemple des membres inférieurs lorsqu'il y a une insuffisance rénale. Si vous touchez, vous avez le signe du godet. C'est-à-dire qu'il y a un aspect clair qui reste juste après la pression digitale. Et sur le plan macroscopique, l'œdème, généralement se traduit par un aspect mou, un aspect pâle. Et sur le plan histologique, l'œdème se traduit par la présence donc d'un matériel amorphe, ce qu'on appelle des sérosités. Alors les causes, vous avez les causes hémodynamiques, tout ce qui est stase. Vous avez les causes lymphatiques. Généralement, c'est des compressions tumorales. Plus souvent, c'est la tumeur qui provoque des stases secondaires au niveau lymphatique. Vous avez les causes inflammatoires, tout ce qui est infectieux.
Et vous avez ce qu'on appelle l'hypoprotéinémie. Généralement, c'est des patients qui ont des insuffisances rénales. Donc, le rein ne filtre plus. Mais malgré ça, vous avez une hypoprotéinémie parce que le foie ne le dégrade plus. Donc, tout ce qui est donc, pathologie circulatoire se traduit par des complications. Alors, on va étudier les 5 complications les plus fréquentes: la thrombose, l'embolie, l'infarctus, l'infarcissement, les hémorragies et les états de choc. Alors, on va commencer par la lésion ou la complication la plus récurrente, la plus fréquente, ce qu'on appelle la thrombose. Alors, qui dit thrombose, elle est définie par la coagulation du sang in vivo, dans l'organisme, dans le vaisseau, dans une cavité vasculaire, ou par exemple cardiaque. Le thrombus, généralement, c'est lui qui forme la maladie thrombolique. Alors, il y a 3 types de thrombus sur le plan morphologique ou sur le plan histologique. Il y a ce qu'on appelle le thrombus blanc, lorsqu'il est riche en plaquettes. Il y a le thrombus rouge, ou ce qu'on appelle aussi fibrinocryorique, c'est-à-dire vous avez de la fibrine, mais vous avez aussi des éléments sanguins, c'est ce qui donne le côté rouge. Et bien sûr, vous avez aussi le côté, ou bien le type, 3e type, mixte, c'est-à-dire il s'émêle et des plaquettes et du sang. Mais le plus fréquent, c'est surtout le mixte. Après, c'est le rouge, le thrombus rouge, puis le thrombus blanc. Alors, on peut avoir aussi des thrombus lors de l'autopsie. Généralement, ils sont de couleur jaunâtre. Donc, c'est très important. Les thrombus post-mortem, généralement, on ne les étudie pas. C'est surtout les thrombus in vivo qui nous intéressent. Alors, voici quelques exemples. Par exemple, thrombus d'une endocardite bactérienne, parce qu'on va voir tout à l'heure que les types de thrombus peuvent être multiples, sanguins, bactériens. On va voir tout à l'heure. Et secondairement, généralement, ils provoquent des embolies. Là, vous avez une image d'un thrombus de l'endocardite. Et si vous faites des prélèvements, généralement, c'est des patients qui décèdent. Lorsqu'on demande généralement une autopsie, on enlève le cœur, on l'examine. On peut trouver sur le plan morphologique la présence d'une sorte de caillou au niveau du vaisseau. Et si on analyse un peu plus finement, on peut trouver des polynucléaires altérés. C'est ce qui nous permet de nous orienter vers une origine plutôt infectieuse. Voilà, il y a un autre exemple, par exemple le thrombus intracardiaque au niveau de l'oreillette gauche. Ça aussi c'est fréquent, c'est diagnostiqué généralement en autopsie, tout à fait. Ici en coupe, vous allez voir quelque chose de rougeâtre au niveau de la cavité et ça nous permet de préciser donc l'origine du décès. Voilà, sur le plan morphologique, toujours, vous avez donc une cavité vasculaire qui peut être veineuse ou artérielle, comblée par un caillot sanguin qui est rougeâtre. Bien sûr, ce comblement peut être partiel ou total. Voilà, c'est-à-dire mural quand il est partiel. Donc, il laisse un petit peu le flux passer, mais de façon réduite. Mais sur le plan clinique, lorsqu'il est partiel, la clinique, elle est intermittente. C'est de la chronicité. Par exemple, comme la longueur d'effort. Voilà, l'angine de poitrine, généralement, c'est une donc obstruction partielle. Par rapport à l'infarctus du myocarde, où l'obstruction, elle est totale. Alors, l'évolution de la thrombose ou du thrombus lui-même, donc soit il se résout tout seul par une fibrinolyse grâce à un système immunitaire et fibrinogène de l'organisme qui permet de le dissoudre. Soit la migration, bien sûr qui dit migration, c'est la gravité. La migration peut être par exemple au niveau cérébral qui provoque l'AVC ou bien vers les membres inférieurs, ça existe aussi. Donc il peut s'organiser, c'est-à-dire il va se remanier, il va se fibroser lui-même. Donc il s'organise sous forme d'un bourgeon charnu ou bien il se ramollit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dégradation mais qui est incomplète. Voilà, ça c'est une photo donc histologique à notre coloration standard. C'est ce qu'on voit, regardez, vous avez le centre, donc un thrombus récent, il est rouge, donc fibrinocryorique, et tout autour vous avez une organisation, donc la formation d'une certaine fibrose. Vous avez un côté fibreux avec des petits vaisseaux, parce qu'il y a toujours une tentative de l'organisme de se reperméabiliser tout seul. Alors, deuxième lésion élémentaire en ce qui concerne la pathologie circulatoire et hémodynamique, c'est ce qu'on appelle les embolies. Alors, ce qui définit l'embolie, c'est la migration puis l'arrêt d'un corps, que ce soit exogène ou endogène, dans un petit vaisseau. Voilà. Et ils sont généralement classés. Vous avez les embolies cryoriques, c'est-à-dire c'est du sang. C'est du sang coagulé
qui va s'arrêter dans un petit vaisseau et provoque l'embolie. Généralement, et c'est le plus fréquent d'ailleurs, c'est l'embolie cryorique. Bien évidemment, qui dit embolie cryorique, généralement ça se situe au niveau des veines, par exemple des membres inférieurs ou pelviennes, mais surtout cardiaque et cérébrale. Et bien sûr, la gravité dépend toujours du siège de l'embolie, tout à fait. Donc ça, c'est un exemple d'une pièce macroscopique lors d'une autopsie. Par exemple, on fait une autopsie pulmonaire et regardez, vous avez ici une artère pulmonaire. Regardez, l'artère pulmonaire elle est toujours impressionnante, grande, et vous avez quelque chose là qui bloque donc la circulation au niveau d'une bifurcation. Bien sûr, qui dit embolie pulmonaire, dit c'est la gravité. Généralement et malheureusement, elle est suivie de décès et elle touche beaucoup plus les femmes en postpartum. D'où l'intérêt toujours d'instaurer une anticoagulation. Voilà, si on analyse ça sur le plan histologique, regardez, vous avez ici une grosse artère, vous avez ici des petites artères avec une lumière qui est totalement vide, mais au centre de celle-ci, vous avez un énorme thrombus fibrinocryorique rouge. Bien évidemment, au-delà du type de fibrinocryorique le plus fréquent, vous avez d'autres types, qu'on va juste les énumérer, les citer. Vous avez l'embolie, donc ce qu'on appelle gazeuse. Généralement, c'est secondaire à des blessures. Vous avez l'embolie, donc ce qu'on appelle graisseuse aussi. Généralement, c'est aussi en post-traumatique. Vous avez aussi l'embolie dite donc athéromateuse. C'est des plaques d'athérosclérose qui se détachent. Avec la chronicité, ça va se remanier, se calcifier. Après un certain moment, se détache. Et ça donne ce qu'on appelle des embolies post-athéromateuses. Vous avez aussi tumorales, c'est fréquent. C'est des embolies tumorales généralement secondaires et qui provoquent malheureusement des localisations secondaires à type de méta. Vous avez le corps étranger et vous avez des embolies donc microbiennes. On a vu tout à l'heure ce qu'on appelle par exemple l'endocardite bactérienne. Elle est elle-même secondaire à une embolie d'origine donc infectieuse. Alors, vous avez aussi selon le siège, ça c'est pas important, ça peut être dans la petite circulation, la grande circulation, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, donc on a terminé avec l'embolie. Maintenant on passe à ce qu'on appelle l'ischémie. Alors l'ischémie aussi, elle a une définition. C'est une diminution ou l'arrêt, c'est-à-dire l'abolition de l'apport sanguin artériel. Donc ça se situe au niveau de l'artère. Au niveau de la veine, on appelle ça l'infarcissement. Tout à fait. Bien sûr, qui dit diminution de l'apport sanguin, tout ça provoque ce qu'on appelle de l'hypoxie ou de l'anoxie. Alors, les causes de l'ischémie, elles sont nombreuses, mais j'ai énuméré ici quelques-unes de façon, on va dire, décroissante, de la plus fréquente à la moins fréquente. Donc, vous avez l'athérosclérose, les artérites, généralement elles sont secondaires à un processus inflammatoire chronique dans le cadre d'une pathologie auto-immune. Vous avez la thrombose, l'embolie qu'on vient de voir tout à l'heure, les compressions, le spasme et la dissection artérielle. Toutes ces pathologies, ou toutes ces étiologies beaucoup plus, sont pourvoyeuses de ce qu'on appelle de l'ischémie. Bien sûr, la conséquence de l'ischémie dépend du degré de l'ischémie et du son siège. Bien sûr, lorsqu'elle est complète, c'est l'infarctus, le ramollissement et la gangrène. L'infarctus, par exemple, c'est au niveau cardiaque. Le ramollissement, c'est par exemple au niveau cérébral. Parce que le cerveau est constitué de graisse. Lorsqu'il y a un infarctus, ça provoque un ramollissement. Et vous avez la gangrène, quand par exemple le pied diabétique, c'est ce qui provoque. Et lorsqu'elle est incomplète, bien sûr, elle aboutit à des conséquences moins graves, mais qui peuvent s'aggraver à n'importe quel moment. Donc, vous avez par exemple la claudication intermittente d'un membre inférieur ou l'angine de poitrine. Et bien évidemment, tout ça peut être aussi à l'origine, par exemple, d'une atrophie d'un organe. Parce que vous avez une ischémie d'un organe comme le rein. C'est vrai que le rein est très vascularisé, donc il peut créer ce qu'on appelle des circulations collatérales, mais celles-ci, à la longue, ne suffisent plus. Donc l'organe va se rétrécir, va s'atrophier. Quatrième lésion, donc ce qu'on appelle aussi l'infarctus. Alors l'infarctus aussi, il a une définition, on appelle infarctus, c'est une nécrose ischémique, c'est-à-dire vous avez l'ischémie, vous avez l'arrêt total de l'apport sanguin artériel, mais l'organe il va subir une nécrose. Donc l'arrêt total, plus de circulation collatérale,
le tissu finira par se nécroser. Bien sûr, donc, les foyers ischémiques, généralement au niveau du cerveau, au-delà de 1,5, ça va se nécroser. Au-delà de 2 cm au niveau du myocarde, c'est la nécrose. Généralement, ça suit un décès du patient, malheureusement. Alors, les variétés morphologiques, c'est bon pour le temps. C'est bon. Là, je la veux. Donc, pour les variétés morphologiques de l'infarctus, vous avez ce qu'on appelle l'infarctus blanc et l'infarctus rouge. Bien évidemment, qui dit infarctus blanc, ça se situe dans certains types d'organes. Pareil pour l'infarctus rouge. Donc, l'infarctus blanc touche beaucoup plus le cœur et le rein. Et c'est une nécrose de coagulation sans inondation hémorragique. Par rapport à l'infarctus rouge, il s'y associe une inondation hémorragique. C'est ce qui donne un caractère rouge. Et ça touche beaucoup plus donc le poumon, l'intestin grêle et le cerveau. Voilà un exemple, par exemple un infarctus splénique au niveau mésentérique, au niveau des intestins grêles. Vous avez ici sur la photo macroscopique une coloration rougeâtre. Donc c'est un infarctus rouge. Par exemple à celui de la rate, regardez, la rate c'est aussi rouge. Donc c'est un infarctus rouge. L'infarctus pulmonaire aussi, c'est un infarctus rouge. Donc il y a une inondation hémorragique. Ici par exemple sur cette photo histologique au microscopique. Donc inondation hémorragique et ça donne une couleur donc rougeâtre. C'est normal parce que c'est des alvéoles qui sont comblés par du sang. Voilà, vous avez l'infarctus rénal. Donc c'est plutôt un infarctus blanc. Ça aussi c'est des exemples de type. Vous avez l'infarctus du myocarde. C'est un infarctus blanc. Parce que ici, malheureusement, quand il y a un infarctus et une obstruction d'une artère, d'une coronaire par exemple, la suppléation n'est plus possible. Et l'inondation hémorragique, elle ne se fait pas. Donc c'est ce qui donne le caractère blanc. Alors, cinquième lésion, et normalement c'est la dernière, c'est ce qu'on appelle l'infarcissement. Alors pour l'infarcissement hémorragique, généralement ça se traduit ou ça se siège plutôt, ça se localise beaucoup plus dans une veine de drainage. Donc dans une veine, on parle d'un infarcissement, dans une artère, d'un infarctus. Voilà. Bien sûr, les causes, elles sont multiples. Vous avez des thromboses, une thrombose d'une veine mésentérique, une thrombose au niveau d'une veine, donc au niveau des membres inférieurs. Tout ça peut être à l'origine d'un infarcissement, mais aussi, ça peut siéger aussi au niveau du poumon, du cerveau, et même au niveau testiculaire. Voilà, ça c'est un exemple d'une pièce macroscopique d'un infarcissement qui siège au niveau mésentérique. Regardez, vous avez ici de l'intestin grêle qui est complètement boursouflé, voilà, hémorragique, infarci. Infarci, c'est-à-dire que si on l'analyse sur le plan histologique, vous allez trouver de la nécrose. C'est moins grave que l'infarctus. C'est quasiment la même gravité. Dans les deux cas, que ce soit un infarctus mésentérique, donc rouge, ou un infarcissement mésentérique, c'est-à-dire l'un au niveau artériel, l'autre au niveau veineux, les conséquences sont les mêmes. Ça provoque donc ce qu'on appelle un abdomen aigu. Voilà, ça finit aux urgences. Et là, il faut opérer le malade. Il faut absolument enlever cette nécrose parce que s'il y a une rupture du mésentère, et même rupture au niveau intestinal, ça provoque une péritonite. Bien sûr, qui dit péritonite, c'est une urgence médico-chirurgicale. Et donc, il faut absolument opérer le malade. Voilà, sur le plan microscopique, à la coloration standard, vous avez sur votre côté droit donc une muqueuse intestinale tout à fait normale, regardez, avec son relief correct. Et si vous la comparez par rapport à celle qui est en face, regarde, tu as un aspect complètement nécrosé, il reste des fantômes de cellules et vous avez un infiltrant inflammatoire riche en polynucléaires. C'est ce qu'on appelle un infarcissement mésentérique sur le plan histologique. Voilà, autre exemple, ce qu'on appelle aussi l'infarcissement cérébral. Regardez, vous avez ici une zone au niveau de la circonvolution. Donc ce que vous voyez ici en blanchâtre, c'est la substance blanche. Ici, la substance grise. Et regardez, vous avez ici ce qui est entouré par le cadran rouge. C'est une zone d'infarcissement cérébral. Ce qu'on appelle aussi le ramollissement cérébral parce que le cerveau, c'est de la graisse. Donc au niveau cérébral, c'est un ramollissement. Mais qui dit ramollissement, c'est un infarcissement cérébral. Et dernier chapitre, c'est le plus important,
c'est ce qu'on appelle l'athérosclérose. C'est une maladie très fréquente. Généralement, elle débute à l'âge de la trentaine et qui risque de s'aggraver vers la cinquantaine. Bien sûr, c'est un phénomène qui peut être accéléré par le mode de vie, donc un régime riche en graisse, donc en sucre, tout ça peut faire évoluer l'athérosclérose de façon un peu plus rapide. Bien évidemment, l'athérosclérose a une définition stricte de l'OMS. Donc, on définit l'athérosclérose, c'est une association variable de remaniement de l'intima, des grosses et moyennes artères. Donc, chaque mot a son importance. Consistant donc accumulation focale des lipides, des glucides complexes, des éléments sanguins, des tissus fibreux, des dépôts calciques à un certain moment. Donc, il y a de la calcification et tout ça aboutit également à des modifications de la média. C'est-à-dire que ça commence au niveau de l'intima des vaisseaux moyens gros calibre et ça finit par donc éroder et léser la média. Alors, sur le plan pathogénique, c'est une maladie qui est complexe, qui est multifactorielle. Donc, ça nous dit donc quelque sorte que la prévention, elle est difficile en matière d'athérosclérose parce qu'elle est multifactorielle. Donc, il faut se jouer sur plusieurs facteurs pour essayer de la réduire. Généralement, c'est une réponse inflammatoire chronique au niveau de la paroi artérielle avec agression de l'endothélium capillaire. Alors, généralement, ça se traduit par donc, une pénétration massive des lipides, généralement sous forme d'LDL. Les LDL eux-mêmes vont s'oxyder au niveau de la paroi. Qui dit oxydation des LDL, c'est des radicaux libres, donc ils sont nocifs pour la paroi artérielle. Et si le phénomène se répète de façon chronique, donc ça finit par l'installation d'une athérosclérose et qui va même se compliquer. Bien évidemment, tout cela se rajoute à un recrutement des monocytes et des éléments sanguins parce qu'il y a des phénomènes inflammatoires. Qui dit inflammation dit réaction de l'organisme pour essayer de contenir l'inflammation et même de protéger l'organe. Mais malheureusement, par des phénomènes d'entrecroisement, elle va encore amplifier le phénomène de l'athérosclérose. Ensuite, bien évidemment, qui dit réaction inflammatoire, dit production de cytokines. Les cytokines vont eux-mêmes interpeller les lymphocytes, les plasmocytes, les macrophages et vont entretenir encore ce foyer athéromateux. Et après, bien sûr, il y aura un passage vers la média. Je disais tout à l'heure que la média, elle est faite de fibres musculaires, parce que ça permet de la contraction et la dilatation du vaisseau. Ces fibres musculaires vont se léser, et donc il y aura une installation d'une fibrose. Donc, il y aura, en plus de la plaque athéromateuse, il y aura un fond fibreux. Sur le plan donc, pathogénique, de quoi elle est faite, cette plaque fibro-athéromateuse? Vous avez un centre lipidique, je viens de l'expliquer tout à l'heure, donc il est riche en lipides oxydés, en macrophages, donc c'est un centre lipidique, et vous avez une chape fibreuse. Donc ces deux éléments, ils vont constituer ce qu'on appelle la plaque fibro-athéromateuse. Alors, sur le plan anatomo-clinique, bien sûr, tous ces phénomènes d'athérosclérose se traduisent par des signes cliniques, que ce soit cliniques proprement dit, c'est-à-dire symptomatologiques, macroscopiques, c'est-à-dire ce qu'on voit à l'œil nu, et histologiques, lorsqu'on analyse tout ça au microscope optique. Donc, tout d'abord, vous avez des lésions initiales. Alors, qui dit lésion initiale, ce qu'on appelle des pointes et des stries lipidiques. Et vous avez l'image en face, regardez, vous avez ces petits stries et des pointes jaunâtres au niveau d'une paroi vasculaire lorsque vous analysez la paroi sur le plan macroscopique. Et sur le plan donc histologique, regardez, à l'intérieur, vous avez des cellules un peu clarifiées. Elles sont riches en lipides. Sur le plan microscopique, lorsque la cellule est riche en lipides, elle devient vacuolisée, elle devient claire. Autre lésion initiale qu'on peut citer également, ce qu'on appelle la lésion gélatineuse. C'est-à-dire qu'il y a toujours de la graisse, mais il y a beaucoup d'eau, beaucoup d'œdème, qui va diluer, qui va donner un aspect plutôt gélatineux. Ça, ce sont les deux lésions qu'on rencontre dans les lésions initiales. Ensuite, vous avez la constitution d'une plaque athéromateuse proprement dite. Donc, elle sera faite
Regardez, si vous regardez la photo macroscopique en regard, regardez, ce n'est plus des stries et des pointes, mais c'est des véritables plaques. Voilà, elles sont grosses. Généralement, les stries, les pointes, c'est millimètres. C'est quelques millimètres si vous la mesurez. Et là, si vous mesurez, vous allez trouver 1 cm, 2 cm. Donc, c'est des véritables plaques. Et sur le plan donc histologique, regardez la plaque. Ici, vous avez des cristaux de cholestérol. Ce que vous voyez ici, ces stries, c'est des cristaux de cholestérol. Tout autour, vous avez des cellules riches en lipides. C'est des cellules spumeuses, ce qu'on appelle aussi, riches en lipides. Et vous avez aussi de la fibrose, c'est-à-dire un tissu conjonctif dense. La fibrose, et tout ça constitue ce qu'on appelle la plaque athéromateuse. Alors, bien évidemment, qui dit plaque athéromateuse, c'est un stade qui est généralement émaillé de complications par rapport au stade initial. Lorsqu'il y a formation de plaques, c'est toujours le risque qu'il y ait des complications, et bien sûr, c'est les complications qui vont donner une symptomatologie clinique. Alors, vous avez par exemple l'ulcération de la plaque. Voilà, c'est une plaque qui est tellement confrontée à un flux sanguin que, par exemple, si le patient est hypertendu, que la tension n'est pas donc contrôlée, ce flux tendu va provoquer des ulcérations de la plaque et qui finit même par se détacher et provoquer même des hémorragies et des hématomes intraplaques. Vous avez la thrombose sur la plaque, les embolies quand cette plaque se détache et migre et qui se bloque dans un petit vaisseau, et vous avez bien sûr les anévrismes. L'anévrisme, c'est vraiment la dissection de l'artère, c'est-à-dire que l'intima et la média se séparent de l'adventice, ce qu'on appelle la dissection ou l'anévrisme, et l'exemple classique, c'est la dissection aortique. Alors, il existe une classification de l'athérosclérose à différents stades, une classification macroscopique et une classification histologique. Tout d'abord, vous avez une classification macroscopique et l'OMS propose 4 grades. Vous avez le grade 1 qui est débutant, c'est les stries lipidiques qu'on a vu tout à l'heure, c'est le grade 1. Le grade 2, vous avez l'installation d'une plaque athéromateuse mais qui n'est pas compliquée. Le stade 3 et le stade 4, c'est les stades où les plaques athéromateuses se compliquent. Se compliquent par tout ce qu'on avait dit tout à l'heure. C'est-à-dire vous avez l'infarctus, vous avez l'ulcération, la constitution d'un hématome, les calcifications, le détachement avec formation d'embolie. Tout ça est intégré dans le grade 3 et le grade 4, bien sûr avec quelques différences subtiles, on va dire. Le grade 4, vous avez des plaques plus massives, plus ulcérées, plus calcifiées, par rapport au grade 3, avec des ulcérations plutôt punctiformes, petites. Et l'autre classification de l'athérosclérose, c'est sur le plan donc histologique. C'est une classification qui date de 1995 et elle est subdivisée en 3. Généralement, il y a 6 types, mais qu'on peut les subdiviser en 3 groupes. Vous avez les lésions précoces, c'est-à-dire le type 1 et le type 2. Le type 1, c'est des stries, des petites pointes, des lésions gélatineuses. Tout ça est classé en type 1, type 2. Vous avez les lésions intermédiaires, c'est-à-dire la formation d'une plaque athéromateuse, c'est le type 3. Mais c'est une plaque athéromateuse non compliquée. Et pour les lésions avancées, comme son nom l'indique, là, c'est des plaques qui commencent à se compliquer et on les donc stadifie en type 4, type 5, type 6, avec quelques subtilités, quelques différences. Bien sûr, on ne va pas vous embrouiller avec ça, mais sachez qu'il y a toujours des types précoces, c'est le type 1, type 2, intermédiaire, c'est le type 3, et 4, 5, 6, c'est tout ce qui est plaque athéromateuse compliquée. Et enfin, dernier chapitre, ce qu'on appelle les vascularites. Alors, ce qui définit la vascularite, c'est une atteinte inflammatoire de la paroi vasculaire. Lorsqu'il y a une inflammation qui siège au niveau de la paroi vasculaire de façon chronique, on appelle ça vascularite. Et généralement, ça rentre dans un groupe de pathologies, ce qu'on appelle les pathologies auto-immunes. Tout à fait. Bien sûr, l'étiologie et la pathogénie restent variables. Elles dépendent du type de la vascularite impliquée. Et généralement, c'est des maladies systémiques, c'est-à-dire qu'elles touchent plusieurs types d'organes. Par exemple, le système nerveux, comme voilà, le cœur, le muscle. Le muscle, c'est la classique maladie, la myasthénie, par exemple. Maladie d'Orton. Voilà, maladie d'Orton, justement,
je vais en parler tout à l'heure comme exemple type. Alors, pour la classification, généralement, c'est la classification d'une vascularite, c'est un faisceau d'arguments. Donc, vous avez des arguments cliniques, vous avez des arguments biologiques, c'est-à-dire il faut doser les anticorps anti-DNA, par exemple, comme dans la polyarthrite rhumatoïde ou la périarthrite noueuse. Vous avez aussi des éléments radiologiques et en plus des éléments anatomopathologiques qui permettent d'aider à poser le diagnostic, généralement pour identifier la maladie elle-même. Alors, sur le plan histologique, il y a certains critères à rechercher. D'abord, ça se passe au niveau des gros vaisseaux, comme par exemple la aorte, mais aussi au niveau des petits vaisseaux. Donc, tout dépend du type de la vascularite. Mais aussi au niveau des vaisseaux de moyen calibre. Donc, tous les vaisseaux peuvent être touchés par une vascularite, et généralement en fonction du type de vaisseau. L'organe, l'ensemble des organes atteints nous permettra de déterminer la pathologie ou la maladie auto-immune exacte. Voilà, donc l'exemple type, ce qu'on appelle la maladie de Horton, qui touche donc une artère de moyen calibre au niveau temporal, tout à fait, c'est l'artère temporale. Et généralement, pour poser le diagnostic, on a besoin d'une biopsie. Et nous, sur le plan histologique, vous voyez ici, sur cette image, à votre gauche, donc c'est un vaisseau. Regardez, vous avez une paroi vasculaire avec l'intima qui est composé donc de l'endothélium vasculaire. Vous avez la média qui est faite de vaisseaux, plutôt de muscles striés ou de muscles lisses. Regardez le vaisseau à l'intérieur, il est complètement obstrué, il y a de l'hémorragie. Et dans la paroi vasculaire entre l'intima et la média, vous avez un infiltré inflammatoire granulomateux. C'est-à-dire que vous avez une lésion granulomateuse avec cellules épithéloïdes, parfois cellules géantes, tout ça accompagné d'une couronne d'éléments lymphocytaires et de polynucléaires. Et généralement, pour définir exactement qu'il s'agit bien d'une vascularite, on a besoin d'une coloration spéciale. C'est illustré par cette image au centre. On utilise donc un produit en histochimie, ce qu'on appelle l'orcine. Alors, l'orcine, elle va nous colorer l'intima, voilà, cette limitante élastique interne de l'intima, par cette coloration noirâtre. Et si vous regardez bien, vous allez ici, par cette flèche noire, une discontinuité. Voilà, elle est complètement rompue ici. Et là, au siège, donc, par rapport à l'image histologique en face, c'est là où siège le granulome. C'est-à-dire qu'elle est complètement donc, grignotée et bouffée. C'est ce qui provoque l'installation d'une lésion vasculaire ou d'une vascularite. Et bien sûr, c'est la présence de cet infiltrate granulomateux qui nous permet de poser le diagnostic exact d'une artérite temporale ou d'une vascularite temporale rentrant. Oui, tout à fait. On peut les trouver comme on peut ne pas les trouver. C'est surtout des cellules. C'est arthrite à cellules géantes. Tout à fait, oui. Mais c'est une ancienne appellation. Actuellement, on dit plutôt qu'il s'agit d'une vascularite inflammatoire granulomateuse pouvant rentrer dans le cadre d'une maladie de Horton, auquel cas, bien sûr, l'interniste ou le clinicien doit aussi chercher d'autres arguments sur le plan clinique, sur le plan biologique, par le dosage des anticorps anti-DNA, tout ça pour permettre de poser un diagnostic de façon globale, en plus des critères anatomopathologiques. Voilà. Je m'arrête. Très bien. Parfait. Merci, docteur. J'espère que tu as retenu quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà. Très bien, tu enregistres, tu le renvoies. Et tout à l'heure, on va faire le